Bonsoir à tout le monde. Merci vraiment d'être présent. La présentation d'aujourd'hui, donc, elle va porter, on va la découper en 4 parties. Je vais vous présenter Objectif Pêche, en fait, notre projet depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, Antonin prendra le relais pour vous parler, je pense, de ce qui vous intéresse le plus, à savoir l'atelier du jour qui est sur le thème de la pêche au printemps, on va dire. Donc, on est d'accord que avec le confinement, on va bien être en mode déconfiné et que ça va tomber à peu près dans cette période-là. Donc, il va vous parler de la période qui vous attend à la fin du déconfinement et essayer de réussir au mieux cette période, vos premières sorties. Moi, après son intervention, je vous ferai une petite présentation de notre formation Le Sens de l'eau qui est, dont les inscriptions sont en cours. Elles se termineront à la fin de la semaine, donc elles vont commencer les dimanche dernier et vont aller jusqu'à dimanche. Je vous explique tout ça juste après et on finira donc par des petites questions-réponses. Donc, qui sommes-nous? Donc, Antonin, si tu veux, je te laisse te présenter puisque tu es là, autant que tu en profites. Ouais, bien sûr. Donc moi je suis Antonin, donc je suis diplômé d'un moniteur guide de pêche depuis 2018 et donc j'exerce ma fonction, donc j'ai pu l'exercer que ce soit à l'étranger, en Espagne, en Finlande, en Suède, un peu moins en France en ce moment puisque on est confiné, mais aussi par le biais du site notamment, c'est ce qui me permet d'être tout le temps en train d'essayer d'aider un maximum de personnes, notamment par le biais du site. Ok, donc après il y a Laurent, donc qui est pas, qui nous écoute mais qui est pas disponible là ce soir pour pouvoir intervenir. Laurent c'est le papa d'Antonin tout simplement. Lui c'est le gros passionné de pêche. Hein. Moi, Antonin et Laurent je les connais déjà depuis plusieurs années, une dizaine d'années maintenant, je sais plus, même plus. Et donc tous les deux ce sont des méga passionnés de pêche. Et donc moi Jean-Christophe, alors moi au départ pas du tout pêcheur, moi je suis informaticien. Et puis on s'est rencontrés et on a monté le projet Objectif Pêche. Et moi, je m'occupe de la partie technique du site, de la formation, etc., des formations qu'on met en place. Et petit à petit, finalement, c'est assez sympa parce que je découvre ce monde de la pêche. Donc, pêcheur débutant pour moi, hein, mais qui progresse, hein, forcément, vu que je fais tout le montage vidéo et tout. C'est assez facile pour moi de pouvoir progresser avec un prof, je dirais, comme Antonin, quoi, c'est clair. Donc, notre blog, je vous ai mis l'adresse ici si vous ne la connaissez pas, www.objectif-pêche.fr. C'est un blog qui est fait par des pêcheurs. Hein. Le contenu il est fait par Antonin et par Laurent, et pour vous, pour les pêcheurs. C'est un blog qui a 4 ans, qui a vu le jour en 2016. Depuis 4 ans, on délivre des conseils, je dirais, presque de manière hebdomadaire. Hein. Je pense qu'il n'y a pas un mois en tout cas où il se passe, on ne met pas un nouvel article, etc. Pour transmettre cette passion qui est la pêche. On doit avoir à peu près 130 articles sur le blog aujourd'hui, que ce soit en eau douce ou en mer, pêche en mer. On ne priorise pas l'un par rapport à l'autre. Alors il y a des moments où c'est qu'on va plus discuter pêche en mer et parfois plus pêche en eau douce. C'est vraiment c'est un peu les saisons, le moment qui peut jouer. Et on a après notre gros moyen de communication, c'est aussi notre page Facebook où on a 5700 personnes là, qui nous suivent actuellement. Mais il y a également une page YouTube avec pas mal de. Maintenant, on commence à être de plus en plus fourni. Et puis on a un compte Instagram également, même si ce n'est pas forcément notre moyen de communication le plus utilisé. Alors nos valeurs, je pense que c'est sûrement vous rejoignez ça, tout le monde doit rejoindre ces valeurs-là. Hein, le plaisir d'abord de pêcher, le plaisir de la pêche, le respect de l'environnement, parce que c'est une passion, une activité qui se fait en plein air, en nature, et il faut vraiment tout mettre là-dessus. Et puis le respect du poisson aussi, pour nous, c'est une chose qui est importante. Nos buts, c'est quoi? C'est de faire qu'en fait, vous soyez autonome un peu. C'est vous aider à mieux analyser vos spots de pêche, par exemple. Et après, vous faire progresser aussi d'une manière technique. Mais c'est vrai que vous allez voir, on en parlera par rapport à la formation que je vais vous présenter. Et puis, je pense aussi dans ce que va vous présenter Antonin. Il y a cet aspect compréhension de là où on est, de l'environnement, de ce qui nous entoure, qui est très important en pêche. Et il n'y a pas que le matériel. Souvent, c'est un peu réducteur de dire qu'il n'y a que le matériel. Et puis, bien sûr, de transmettre l'expérience et le savoir-faire d'Antonin, de Laurent, et bien sûr, surtout d'Antonin.
Alors, comment on vous aide? Donc, les articles du blog, des vidéos sur YouTube, des formations en ligne. Aujourd'hui, on en a 3. On a le sens de l'eau, qui est notre grosse formation, on va dire, depuis maintenant 1 an. Et ensuite, on en a fait 2 autres plus petites, qui sont des formations beaucoup plus petites, mais qui sont super intéressantes, qui sont maîtriser la pêche au leurre dure en mer et la même en eau douce, maîtriser la pêche au leurre dure en eau douce. Et également, on a des e-books, donc vous pouvez en trouver 2 en vous connectant sur le blog, un sur la pêche du brochet et un sur la pêche en Méditerranée selon les saisons. Et on a créé un livre sur la pratique du rock fishing, donc qui est une pratique hyper ludique, vraiment géniale. J'adore, moi, c'est donc de pêche en mer, en bord de mer. Ça, c'est pour tout âge, avec les enfants, c'est génial. Pour un adulte, c'est super. C'est vraiment. Et le livre est magnifique. Voilà. Donc, super en photo et tout ça dessus. Je vous conseille aussi d'aller voir ça sur notre blog où vous pourrez avoir des informations. Donc, je te laisse la parole maintenant, Anto, pour faire la présentation sur le sujet du jour. Et puis après, je reprends derrière avec la présentation de notre formation qui est en cours au sein de l'Unicodie. Pas de souci. Alors, je vais prendre la main là-dessus. Donc l'atelier que j'ai voulu vous faire aujourd'hui, tout simplement, comme je sais que parmi beaucoup de pêcheurs, notamment moi d'ailleurs, on n'attend qu'une chose, donc c'est le déconfinement pour pouvoir retourner à notre passion. Malheureusement, on peut pas savoir exactement quand est-ce que ça sera, que ce soit au mois de mai ou que ce soit au mois de juin ou même plus tard, on ne sait pas encore. Pour l'instant, je vous conseille de respecter les règles imposées, mais le mieux pour se changer les idées, c'est de préparer à l'avance, d'essayer d'apprendre un maximum de choses sur la saison dans laquelle on va se retrouver très bientôt. Donc j'ai choisi la pêche au printemps. Alors bien évidemment, le mois de juin ne fait pas entièrement partie du printemps, mais c'est surtout en fait le mois de mai et le mois de juin qui vont ensemble un peu dans les catégories, on va dire, de comportement de poisson, puisque c'est une période très importante pour tous les poissons, une période où il y aura beaucoup d'activités et je vais vous expliquer tout ça. Donc quelle zone on va pêcher au mois de mai et au mois de juin? Alors il va falloir choisir une zone. Avant même de vouloir la pêcher, il va falloir la choisir. Comment on va la choisir? Tout simplement, en fait, on va chercher principalement des herbiers, donc des zones comme celle-ci. Hop, je vais vous montrer. Donc des zones comme celle-ci, tout simplement, puisque quand on va arriver au mois de mai-juin, les eaux vont se réchauffer, les algues vont recommencer à pousser de manière exponentielle, donc ça va grandir de plus en plus jusqu'à arriver à la fin de l'été, même le début de l'hiver. Donc elles vont grandir, ces algues. Donc l'eau va se réchauffer aussi relativement vite. Donc tous ces poissons qui ont été entre guillemets comme nous confinés dans les profondeurs pendant les mois d'hiver, ils vont commencer à se déplacer vers les bordures. Alors pour ce qui est des perches ou des brochets, ce sera déjà fait. Quand on va pouvoir aller pêcher, ce sera déjà fait. Les poissons auront déjà fait la reproduction. Donc ils seront toujours sur ces zones tout simplement parce que arrivé au mois de mai et au mois de juin, c'est la période où les poissons blancs, à leur tour, vont se mettre en frai. Alors il y a une grande quantité de poissons blancs qui sert donc de ces herbiers pour frayer tout simplement puisque ça leur sert de support de ponte. Et à l'avenir, une fois que les œufs auront éclos, les poissons, donc les petits poissons, les alevins, pourront avoir des zones de cache, des zones où ils seront à l'abri des prédateurs, la plupart du temps en tout cas, jusqu'à qu'un prédateur vienne chercher dans ces fameux herbiers. Alors la chose la plus importante à savoir quand on va pêcher ces zones-là, c'est comment on va chercher à imiter entre guillemets des poissons qui se reproduisent. On va chercher à se rapprocher le plus possible des poissons qu'on voit en fait sur les bordures. Donc il va falloir observer un maximum le bord de l'eau. Si vous avez des lunettes polarisantes, c'est parfait, ce sera encore mieux, encore plus facile d'observer. Donc on va pouvoir voir toute cette multitude de petits poissons qui se déplacent en va-et-vient en groupe
en général, la plupart du temps, ils se déplacent en banc puisque les mâles suivent une femelle en général pour tout simplement pour fertiliser les œufs. Et donc, ça va attirer forcément les carnassiers qui vont avoir envie de se nourrir forcément, et aussi qui vont défendre leur territoire, puisque beaucoup de petits poissons blancs sur leur territoire, ça peut parfois les gêner. Donc, il y a différents types d'herbiers en fonction de ce qu'on va pouvoir retrouver. Donc, il y a donc les herbiers que je vous ai montrés précédemment qui sont complètement sous l'eau, mais qu'on peut voir relativement facilement. Il y a aussi des herbiers comme ceux-ci que vous pouvez voir maintenant, j'espère, donc qui sont des herbiers qui sortent de l'eau, et à ce moment-là, ils sont encore plus faciles à repérer, surtout quand l'eau est relativement sale ou qu'elle est trouble. En fait, tout simplement, ça sera beaucoup plus facile pour nous pour les repérer. Et donc, ces petits poissons, ils vont pouvoir aller se réfugier et, comme je vous disais plus tôt, poser leurs œufs à proximité ou même dans les herbiers. Je vais vous montrer une dernière photo. Donc voilà ce que vous allez pouvoir repérer normalement à certaines saisons. Donc à cette saison-là, à partir de, on va dire, entre mi-avril et le début de l'été. Donc c'est ces herbiers qui sont bien verts, qui sont un super support de ponte. Et vous allez même pouvoir voir, suivant les endroits dans lesquels vous vivez, vous allez voir des carnassiers aussi qui vont s'y balader. Et donc tout simplement, c'est ces carnassiers-là qu'on va chercher. Donc pour vous faire un peu quelque chose d'assez concis, j'ai décidé de parler du brochet, tout simplement puisque c'est le carnassier qu'on peut retrouver dans toute la France, qui ne sera pas en reproduction à cette période-là, donc on pourra pêcher sans avoir d'appréhension, puisque notamment les black bass ou les cendres seront soit en reproduction, soit ne se seront pas encore reproduits. Donc je vous recommande de les laisser tout simplement vivre tranquillement leur petite vie, pour tout simplement avoir une meilleure reproduction et avoir une meilleure quantité de poissons pour les années à venir. Donc, comment vous allez devoir aborder ces zones? Tout simplement en les repérant, en essayant d'être relativement discret et en vous adaptant à la taille de ce que vous allez voir en petits poissons, donc c'est-à-dire ce que je vais vous montrer ici. Donc soit aux poissons blancs, soit aux petits prédateurs, puisque oui, il y aura aussi des prédateurs sur la zone, des gros, des petits, on ne peut pas forcément savoir, surtout si les poissons se cachent. Mais à cette période-là, arrivé au mois de mai-juin, il va falloir chercher soit à imiter des petits poissons blancs, donc la plupart du temps, ce que vous verrez, ce sera sûrement des gardons, des ablettes, des rotangles, ce genre de choses, mais aussi énormément de petits brochets, parce que si vous cherchez à pêcher le brochet sur ces zones-là, ce sera les mêmes zones sur lesquelles les brochets se seront reproduits 2 ou 3 mois plus tôt. Et donc il y aura déjà des petits brochetons. Donc on va dire un brocheton qui a entre 2 et 3 mois, il va faire peut-être, suivant les individus, ils vont faire entre 5 et 15-20 cm. Donc comme le brochet est un poisson qui est carnivore mais qui est aussi cannibale, il va aussi en profiter pour se nourrir allègrement tout simplement de petits brochetons, puisque ce seront des proies faciles. Et donc on va devoir adapter donc ce leurre au biotope. Donc les leurres qu'on va choisir, ils vont devoir être soit leurre dur, soit leurre souple évidemment, mais ils vont devoir surtout être très adaptés, en tout cas le mieux possible, à la forme, à la taille et à la vibration qu'émettent les petits poissons ou les petits brochets. Donc pour vous faire simple, un petit poisson, pour parcourir une distance d'1 mètre, il va falloir, on va dire, 40 coups de queue. Donc c'est-à-dire qu'il va faire 40 vibrations sur 1 mètre. Donc à chaque coup de queue qu'il va mettre, il va faire une vibration, et les poissons ont ce qu'on appelle une ligne latérale. C'est un sens en plus qu'ils ont, en plus de la vue, l'ouïe, etc. Et donc ils vont pouvoir ressentir ces vibrations. Et donc un petit poisson va faire donc une fréquence de battement de queue relativement rapide et élevée. Donc si on veut imiter un petit poisson, on va chercher à prendre un leurre, qu'il soit dur ou souple, avec une fréquence, par exemple si c'est un leurre dur, avec par exemple un petit crankbait ou ce genre de choses qui va vibrer assez rapidement et qui va imiter tout simplement un petit poisson. C'est ce qu'on appelle la présence dans l'eau. Donc c'est quelque chose qui est assez simple quand on y réfléchit, mais qui est plutôt dur à s'imaginer la première fois qu'on l'entend. Je peux comprendre ça, mais c'est quelque chose qui va être très important, puisque quand vous allez vouloir chercher notamment des très très gros poissons, en l'occurrence des brochets, en utilisant des très gros leurres,
il va falloir que, même si vous utilisez un leurre de 25 centimètres, ça peut vous paraître très gros, mais si la fréquence de vibration, par exemple de la queue, si c'est un leurre souple, si elle est trop lente, ça risque de trop rapide, pardon, ça risque de faire croire au brochet qui ne le voit pas forcément, puisque l'eau peut être sale, il peut y avoir des particules dans l'eau, ce genre de choses. Il pourra croire, donc si je vais essayer de faire assez simple. Plus vous allez, plus, je vais y arriver. Plus vous allez avoir de vibrations rapides, plus le poisson paraîtra petit pour le carnassier. Donc si on veut l'inverse, si on veut avoir un poisson qui paraît gros pour un carnassier et donc qui va le forcer à se déplacer, on va avoir des vibrations lentes pour parcourir la même distance. Donc par exemple, au lieu de faire 40 vibrations, un poisson qui est censé être plus gros, il aura besoin de faire moins de coups de queue. Donc on va dire qu'en 10 coups de queue, il aura parcouru 1 mètre. Donc tout simplement, quand on va choisir ses leurres, je vais vous montrer. Typiquement, voilà. Ça, c'est un leurre qui va ressembler à un brochet. Donc c'est un leurre, donc celui-là en l'occurrence, il doit faire une quinzaine de centimètres. C'est un jerk. Et il a un coloris brochet, donc ça c'est un petit plus. Donc je vous expliquerai les coloris un peu plus tard, puisque je vous en ai pris des différents. Et donc là, en l'occurrence, celui-là, il est fait pour imiter un brochet. Donc le jerkbait, sa particularité, pourquoi on le choisit? Tout simplement parce que il fait des vibrations relativement lentes, donc avec une faible fréquence, mais qui déplace énormément d'eau. Et donc ça va, même si déjà il peut paraître gros, pour un poisson dans l'eau, il paraîtra encore plus gros du fait de ses vibrations. Et après, si le poisson arrive à voir le leurre correctement, qu'il est méfiant ou qu'il a besoin de l'analyser avant de s'en saisir, on a le petit coloris brochet en plus qui peut nous aider à convaincre le poisson. Donc ici, c'est un swim bait. Celui-là imite un black bass. Alors, peu importe qu'il y ait du black bass ou pas sur votre zone, si ça imite un black bass, c'est un petit plus. Mais si ça n'imite pas un black bass, ce n'est pas grave. Ça reste un coloris naturel. Donc, comment on regarde un coloris naturel? C'est quelque chose qui se rapproche d'un poisson qui existe. Donc, la plupart du temps, les carnassiers, comme vous avez dû pouvoir le remarquer, ont le dos relativement sombre et le ventre relativement clair. Comme en fait, c'est le même principe qu'un requin blanc. Alors, quand les petits poissons vont être au-dessus du carnassier, ils ne verront très peu le carnassier, tout simplement parce que le dos du poisson ressemblera donc à la texture du fond, à la couleur du fond, etc. À l'inverse, quand le petit poisson va être en dessous du carnassier, ce qu'il verra, ce sera donc la plupart du temps du blanc ou une couleur un peu plus claire, tout simplement parce que quand il va regarder vers le ciel, la lumière va faire que la surface de l'eau va paraître claire. Donc c'est comme ça que les poissons se camouflent et c'est comme ça qu'on essaye d'imiter au maximum un poisson, c'est en ayant des coloris qui sont sombres sur le dessus, clairs sur le dessous. Donc ce swimbait, la particularité qu'il a, comme la plupart des swimbaits, c'est qu'il a tendance à vibrer très lentement, mais à encore une fois à déplacer beaucoup d'eau. Donc même si celui-là en l'occurrence fait 20 centimètres, il va déplacer tellement d'eau à chaque fois qu'il va donner un coup de queue, puisque tout son corps va se désaxer, que le poisson va trouver ça très énervant ou il va avoir l'impression que c'est un très gros poisson, enfin, entre guillemets une très grosse proie. Et donc ça peut décider des très gros poissons, même si ça peut décider aussi des petits poissons à l'attaquer, tout simplement puisque ça va les déranger dans leur façon de se comporter. Donc ils vont avoir l'impression que c'est soit un concurrent qui pourrait se servir dans leur nourriture et ce qui ne leur plaît pas trop en général, soit tout simplement une proie qui serait en train d'essayer de s'échapper, mais à une vitesse lente, en déplaçant beaucoup d'eau comme si elle était blessée. Donc ensuite, si on veut toujours imiter des brochets, par exemple, donc en l'occurrence avec ce coloris ici, donc on peut voir que ça, même si on n'a pas les rayures, on a quand même le petit côté vert, on a donc le dos sombre, le ventre clair, etc. Celui-là, c'est un jerkbait, minnow, tout simplement parce que c'est un petit jerkbait. Donc ces leurres-là, ils ont une fréquence de vibration qui est rapide. Donc même si on a un leurre de cette forme-là, avec une fréquence de vibration qui est rapide, même si le leurre fait 20 centimètres, il paraîtra plus petit que ce qu'il est pour un poisson à cause de sa ligne latérale. Puisqu'il va sentir des vibrations qui sont, comme je vous le disais tout à l'heure, relativement rapides, donc qui va faire penser au poisson que c'est un petit poisson. En l'occurrence, c'est un petit poisson.
Donc c'est plus quand on va vouloir chercher à imiter notamment des bébés brochetons plutôt que des on va dire des brochets de taille moyenne qui voudraient se servir dans la nourriture de maman brochée. Donc là, c'est des petits leurres. Même si c'est un petit leurre, comme je vous ai expliqué tout à l'heure que même les gros brochets pouvaient se nourrir de petits brochets ou même de petits poissons blancs, et bien tout simplement, cette forme de leurre-là peut aussi très bien marcher et très bien capturer des très gros poissons. Ce qu'il va falloir faire, c'est s'adapter au mieux, comme je vous disais tout à l'heure, en fonction de ce qu'on peut observer, si on peut observer forcément, parce que ce n'est pas toujours facile. Donc ce qu'on peut observer, ça va nous axer à cette période-là à quelle heure je vais mettre, quelle couleur je vais mettre. Alors la couleur, vous allez me dire, on pourrait mettre du orange sombre et du orange clair sur le dessous, mais moi quand j'ai des doutes, c'est quelque chose qui m'a toujours aidé. Quand j'ai des doutes, je mets un coloris naturel tant que l'eau n'est pas très trouble et que les poissons pourraient avoir du mal à le voir. Quand j'ai un doute, je mets un coloris naturel. J'essaie de me rapprocher au maximum de ce que je vois au bord de l'eau pour être le plus efficace possible. Donc, pour ce qui est des leurres souples, donc celui-là est un leurre hybride, donc je vous montre aussi les leurres souples, puisqu'il en existe notamment, en l'occurrence, celui-ci est un swing bait avec un corps souple, donc vous pouvez voir, j'espère que vous pouvez voir ma souris. Donc, la tête est en plastique dur comme un leurre dur, tout simplement pour pouvoir avoir une attache solide au leurre et une bavette, en l'occurrence celui-ci a une bavette, et un corps souple qui va faire des vibrations un peu différentes et qui peut décider un poisson qui n'aurait pas mordu sur un swimbait en dur, tout simplement puisque ça a tendance à faire beaucoup moins de bruit, puisque tout ça, on n'y pense pas forcément, mais un leurre dur, quand il se déplace, alors soit il a des billes, donc à ce moment-là il va faire du bruit, soit il a, donc comme je vous disais tout à l'heure, le swimbait, il a des articulations, et ces articulations, quand elles vont s'entrechoquer, ça peut faire du bruit, et pour des poissons très éduqués, ça peut les faire fuir, même si ce n'est pas toujours le cas. Des fois, ça les énerve, des fois, ça ne les énerve pas, mais ça reste des poissons. Ça n'a pas forcément un comportement qu'on peut prédire à la perfection, sinon, en tout cas, il y aurait plus de poissons, on les aurait déjà tous attrapés. Donc, pour en revenir, je fais une petite aparté. Pour les billes sur les leurres dures, plus vous aurez une fréquence de billes élevée, donc aiguë, plus vous aurez une présence d'un petit poisson. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est la même chose avec les vibrations. Donc plus c'est élevé, plus ça paraît petit, plus c'est faible, plus c'est sourd. En l'occurrence, pour les billes, si on utilise des billes assez grosses qui ont des fréquences assez sourdes, donc des fréquences assez basses, ça aura tendance à imiter plus un gros poisson. Donc ça, c'était juste une petite aparté pour vous expliquer l'intérêt des billes. Donc si on veut utiliser des leurres souples de plus petite taille pour imiter notamment des petits poissons, toujours pareil, on va choisir des coloris relativement naturels à cette période pour essayer de se rapprocher un maximum de ce qu'on peut retrouver au bord de l'eau. Donc là, en l'occurrence, par exemple, celui qui est en arrière-plan a à peu près les couleurs d'une tanche ou d'une brème quand elles sont en période de reproduction, donc c'est-à-dire ce dos un peu noir avec donc des éclats un peu bleus. Donc c'est des formes de leurre souple et des coloris de leurre souple qui fonctionneraient très bien à cette période-là, tout simplement parce que ça imite en taille. Donc par exemple, si je veux pêcher en imitant une petite brème ou un petit gardon, ce genre de choses, ce leurre-là, étant donné qu'il fait 6 cm, si j'ai mis ce leurre-là pour pêcher, même s'il y a je sais qu'il y a des gros brochets, si j'ai choisi de mettre ce leurre-là, c'est tout simplement puisque les seuls petits poissons blancs, en fait, les seules indications que j'ai pu voir au bord de l'eau et même sous l'eau, ce sera des petits poissons donc de cette taille avec des couleurs qui s'en rapprochent. Donc en fonction de ce qui vous plaît aussi dans les coloris, puisque je sais que ça joue beaucoup, essayez d'avoir un panel de coloris différents, surtout à cette saison, mais un panel de coloris différents dans le naturel, c'est-à-dire avoir ici, comme je vous montre ici, donc il y en a un qui a des paillettes par exemple pour faire des éclats un peu lumineux si jamais on veut quelque chose qui brille un peu tel un gardon, ce genre de choses. Et une couleur mate par exemple avec des reflets bleutés, ce genre de choses, tout simplement pour avoir une présence dans l'eau qui est un peu moindre, qui sera un peu plus discrète, mais les poissons ils auront aucun problème à le voir ou à le ressentir avec leur ligne latérale, donc ça il n'y a pas de souci. Ne vous inquiétez pas pour ça, c'est pas parce qu'un leurre ne brille pas qu'il ne pourra pas prendre de poisson. Donc après, vous avez plein de modèles différents de leurres souples. Toutes les marques font des leurres souples différents. Ce qu'il faut regarder, ce qui peut être intéressant quand vous allez choisir votre leurre souple,
Si vous voulez imiter un petit poisson, essayez de voir à quelle vitesse la caudale, donc en l'occurrence sur un shad comme ceci, donc un leurre avec une caudale, qui va battre de gauche à droite quand on va le ramener en linéaire ou en ascenseur. Essayez de regarder la fréquence de vibration en fait et d'essayer de déterminer quel modèle a une fréquence de vibration la plus haute, lequel a la plus basse. Et en fonction, si vous voulez essayer de cibler certains poissons ou de vous rapprocher le plus possible de ce que vous voyez au bord de l'eau, essayez de trouver lequel conviendra le mieux. Donc si vous voyez par exemple des petits gardons ou des petites tablettes, un leurre comme celui-ci, en l'occurrence c'est le duckfin shad, qui a une fréquence de vibration assez rapide sur ses petites tailles, imitera parfaitement un petit poisson. Si vous avez donc des shads avec une caudale un peu plus épaisse, un peu plus grosse par rapport à la taille du leurre, elle aura tendance à être un peu plus lente en fréquence de vibration, elle imitera plutôt un poisson de taille plus élevée. Et donc ensuite, je vous montre un dernier type de leurre, un dernier type de coloris. Donc là, c'est un coloris en partie transparent, tout simplement parce que quand on va vouloir imiter, donc comme vous pouvez voir, il y a la lumière qui passe à travers, donc c'est pour ça que le leurre paraît blanc, alors qu'en fait, il est totalement transparent sur le bas avec quelques paillettes. Bon, ça c'est pour les pêcheurs. Mais en gros, si vous voulez, le fait que la lumière passe à travers, eh bien, ça va imiter aussi des petits poissons, mais vraiment des tout petits poissons, puisque si vous avez déjà pu observer des poissons dans des aquariums ou ce genre de choses, quand ils sont vraiment bébés, qui sont vraiment de toute petite taille, en fait, ils sont tellement fins en épaisseur que la lumière peut passer à travers. Et donc tout simplement, avec ces coloris un peu transparents, on va imiter presque à la perfection un tout petit poisson. Donc là, en l'occurrence, ça pourrait être un tout bébé brochet, puisque le ventre est donc transparent comme serait un petit brochet quand il est vraiment bébé et que la lumière passe à travers. Et on a le dos un peu plus qui rappelle les teintes de vert, qui rappelle un peu, on va dire, un brochet, même si ça pourrait être vraiment autre chose, ça pourrait être un cendre ou ce genre de choses. Peu importe, ce qu'on veut, c'est que ça ressemble à ce qui se rapproche le plus de ce qu'on voit au bord de l'eau. Donc, pour ce qui est des leurres, voilà, c'est terminé. Je vais vous faire un petit récap assez rapide pour si jamais quelqu'un n'a pas suivi une partie. Donc, quand on va arriver au mois de mai ou au mois de juin, ce qu'on veut, c'est analyser. Analyser le bord de l'eau, essayer de repérer les zones d'herbier dans lesquelles les poissons blancs vont se reproduire. Et en fonction de ce qu'on voit, si on voit des poissons au bord de l'eau, essayer de s'en rapprocher le plus possible avec la fréquence des vibrations, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, et aussi avec le coloris, et en l'occurrence avec la taille, pour essayer d'aborder le mieux possible les postes que vous avez sélectionnés et d'essayer d'augmenter au maximum vos chances, même si il n'y a pas de solution miracle. Le meilleur moyen, c'est d'essayer plusieurs fois, d'essayer de retrouver ce qu'on appelle un pattern, donc quelque chose qui est redondant, c'est-à-dire à telle période, pendant, je sais pas, pendant peut-être une semaine, c'est ce leurre qui marchait. Pourquoi? Parce que par exemple, il est transparent, il a le dos vert, ça peut rappeler un brochet, etc. Donc, essayez d'analyser au maximum ce que vous voyez au bord de l'eau, c'est très important. Avant même de pêcher, normalement, si vous avez compris ce que je vous dis, vous allez pouvoir sélectionner votre leurre presque à la perfection, bien sûr, si vous en avez qui correspondent à ce qui nous intéresse, donc à imiter à la perfection. Donc, si vous avez assez de leurre, vous allez pouvoir, avant même de lancer un leurre dans l'eau, savoir presque à la perfection quel leurre va fonctionner et pourquoi il va fonctionner. C'est surtout ça ce qui est intéressant de savoir, c'est quand on a capturé un poisson, pourquoi notre leurre a fonctionné, pourquoi celui-là, pardon, et pourquoi pas un autre. Voilà. Donc JC, si tu veux prendre la suite, hésite pas. Après, on passera une fois que tu auras terminé, on passera aux questions. Je répondrai à un maximum de questions possibles. Ok, super. Donc, merci Antonin. Alors, donc, dans la lignée de ça, en fait, hein, on est bien d'accord que quand on a décidé de créer cette première formation, bon, la première chose qu'on a faite, c'est d'abord de demander à tous les gens qui lisaient notre blog qu'est-ce qu'ils attendaient de nous. Et clairement, ce qui est ressorti, c'était, d'ailleurs, on ne pensait pas forcément que ça allait être ça, c'était apprendre à maîtriser l'environnement. Et il s'avère que
vous, nos lecteurs, vous êtes effectivement tout à fait bien informés. Je pense que, enfin, on pense que c'est vraiment la base, en fait, c'est le socle qu'il faut avoir pour pouvoir arriver à faire des sorties pêche plus fructueuses, je dirais. Donc à partir de là, il y a un terme dans que vous connaissez, donc enfin, maintenant vous connaissez par force des choses, qui s'appelle le sens de l'eau, une expression qui s'appelle le sens de l'eau, qui indique, enfin, qui représente bien ça. Finalement, le sens de l'eau, c'est quoi? Ça va être maîtriser son environnement de pêche, c'est savoir s'adapter aux conditions, c'est comprendre les poissons. Là, Anto nous a fait une belle démonstration, comprendre leur comportement et le milieu dans lequel ils vivent. Enfin, finalement, c'est un peu tout ce qui va autour de ce que ne présentent pas forcément les gros magasins, etc., qui vont vous présenter quoi? Du matériel. On va avoir du matériel, donc on se dit, je vais acheter le leurre qui est cher, qui est beau, etc., que tout le monde dit qu'il est super, mais derrière, est-ce qu'il va être adapté? Antonin vient de nous expliquer que pas forcément, ça va dépendre des situations. Donc, je trouve que voilà, le matériel ne fait pas prendre plus de poissons. On prendra plus de poissons si on comprend ce qu'on fait et on analyse également ce qu'on fait. Donc là, c'est un peu un résumé très rapide de ce que vient de dire Antonin depuis un petit bout de temps. Et moi, je rajoute aussi quand on apprend des meilleurs. Ça, c'est un peu dans tous les domaines. Voilà. Et clairement, avec Antonin, je pense que là, vous êtes bien lotis. Voilà, c'est quelqu'un d'assez incroyable en termes de pêche pour le suivre maintenant depuis plusieurs années. Excuse-moi 30 secondes. Vas-y, Je te prends la parole 30 secondes. Alors, pour ce qui est du matériel, évidemment, il faut avoir du matériel, mais ce n'est pas parce que vous avez vous avez tout le matériel qui existe sur le marché que vous prendrez plus de poissons. Tous les débutants peuvent apprendre aussi bien que quelqu'un qui a énormément de matériel. Ça se joue pas forcément à qui a le plus d'argent, ça n'a rien à voir. C'est donc comme l'a dit JC, l'analyse, etc. Et ça, c'est ça qui va vous faire réussir. À toi. Ok, donc voilà, parfait. Donc, pour vous dire un peu ce que la formation peut vous apporter, le plus simple, c'est de savoir théoriquement ce que vous devriez savoir à la fin de la formation. Donc, à la fin de la formation, vous saurez quoi? Vous saurez trouver les bonnes informations sur vos différents spots de pêche, découvrir les meilleurs spots, aborder les spots que vous avez sélectionnés de la meilleure façon possible. On est toujours voilà, dans tout ce qui est autour de la meilleure. Trouver rapidement le meilleur moyen de peigner un spot, chercher les poissons en fonction du milieu, analyser les conditions pour déterminer au mieux la façon de pêcher. Voilà, on est toujours dans cette même rhétorique. Adapter une stratégie de pêche cohérente. Voilà, il y a, comme expliqué tout à l'heure, il y a des patterns, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place. On espère, normalement, avec la pratique, vous allez bien sûr arriver à observer avec précision et surtout, ça c'est une phrase je trouve qui résume assez bien normalement ce que vous devriez être en mesure d'avoir gagné, c'est-à-dire que vous aurez développé votre intuition et votre adaptation, voilà, s'adapter. Je pense que ça c'est le point le plus important. Quand on arrive sur un lieu de pêche, si on arrive à s'adapter, on prendra du plaisir à chaque sortie. Vous saurez également peigner efficacement vos spots, être le plus efficace possible et éviter de faire des erreurs. Ne pas faire d'erreurs, ça serait l'idéal. Je pense que tout le monde fait des erreurs, en faire le moins possible. Et prendre des bonnes décisions, parce que parfois, entre une session qui va bien se passer et une qui va mal se passer, ça tient à peu de choses. On espère que les gens qui suivent la formation, ça leur augmente justement ce nombre de bonnes décisions qu'ils prennent. Alors là, on rentre dans la partie plus, je dirais, plus directement dans la formation plus technique. Donc la formation, le format, ça sera 99% c'est des vidéos. Donc, tout va être diffusé par vidéo. La durée de la formation, c'est approximativement 4 mois. Je vous expliquerai juste après pourquoi en fait, cette durée. La formation elle est accessible à vie. Vous pourrez l'avoir de partout, tout le temps, puisqu'en fait, sous réserve que vous ayez une connexion Internet. Et encore, il suffit de l'avoir à un moment, la connexion Internet. Et ensuite, je vais vous expliquer pourquoi, même sans connexion Internet, vous pouvez quand même continuer à avoir la formation. Alors, elle sera divisée en 3 grandes parties. Je vais vous les détailler juste après. Il y aura 13 modules, 29 vidéos au total.
En moyenne, une vidéo, c'est 15 minutes. Bon, après, voilà, il y a des vidéos qui vont durer 30 minutes, certaines 10 minutes. Voilà, c'est variable. Et donc, c'est là où je veux en venir. Les vidéos sont bien évidemment téléchargeables et accessibles hors ligne. Et ça, c'est super intéressant parce que, ben, alors, je ne sais pas où est-ce que vous habitez. Si vous êtes déjà dans le milieu urbain, on sait qu'il peut y avoir les transports en commun, ben, vous pouvez la télécharger. Si vous êtes dans un métier où vous vous déplacez souvent, vous pouvez visionner ça à l'hôtel. Enfin, voilà. Ça, c'est hors ligne. Vous pouvez tout à fait télécharger et regarder les vidéos hors ligne. Donc, j'en arrive à pourquoi sur les 4 mois, l'ensemble des vidéos n'est pas accessible d'un seul coup. En moyenne, on va vous diffuser à peu près 2 vidéos par semaine. Pourquoi? Ben, tout simplement d'abord pour vous, ça vous permet d'apprendre de manière plus détendue, plus sereine. Alors c'est sûr qu'il y en a qui ont beaucoup de temps, donc eux, ils vont avoir tout d'un coup, hein, mais il y en a qui aussi ont moins de temps, et donc eux, ben, finalement, ils se disent pas, j'ai pas encore vu la précédente vidéo, voilà. 2 vidéos par semaine, c'est bien. Alors parfois, il y en a un peu plus, parfois, il y en a qu'une, ça dépend. C'est pareil, c'est la moyenne. Et puis aussi pour nous, pour Antonin surtout, ça lui permet de, bien sûr, de prendre son temps pour vous répondre, de ne pas être pressé avec d'autres réponses à apporter sur d'autres sujets. On essaie de bien cerner un sujet et ça, c'est très important pour nous. La qualité, c'est primordial, ce qu'on essaie de faire. Donc, la formation est accessible via un site. Vous vous y connectez avec un identifiant unique et personnel. Je vais essayer de vous présenter ça très rapidement. Ouais, voilà, je crois que c'est bon. Vous devez voir le site. Donc voilà, ça c'est le site de formation. Alors, on n'a pas fait quelque chose de très compliqué. L'essentiel, c'est que ça soit efficace. Donc, en fait, vous avez finalement ici, donc là, je suis connecté en tant que VIP. Vous verrez, il y a deux formules. Donc, ben, ça se présente comment? Vous avez une première, ici sur la gauche un menu qui vous permet de vous déplacer dans la formation. Et puis vous avez ici, donc par exemple là, l'utilisateur sur lequel je suis connecté à la partie 1 et le module 1 qui est activé. Donc si je vais dessus, ici, voilà, je me retrouve avec la première vidéo. Vous avez le lien ici pour télécharger la vidéo. Et ici, très très important, même crucial, le forum en fait qui permet de poser vos questions, d'échanger avec les autres élèves, de poser vos questions à Antonin sur la vidéo que vous venez de voir, si vous voulez des précisions, si voilà, posez vos questions sur la vidéo qui vient de passer. Là, vous voyez, il y a la partie 2 qui vient de s'ouvrir parce que ça va être, voilà, 19h est passé et aujourd'hui, on ouvrait 2 vidéos de plus à nos élèves qui viennent juste d'intégrer la formation depuis dimanche. Donc voilà, ils ont 2 nouvelles vidéos. Toujours pareil, les forums, voilà. Nous avons le bonus des herbiers qui est ici, voilà. Et donc, je vais vous détailler ça après, mais pour les VIP, il y a un forum pour lequel on peut vraiment poser toutes sortes de questions. J'y reviens juste après. Et les fameux ateliers, la grosse plus-value, bien sûr, de la partie VIP. J'y reviens également juste après. Voilà. Je rebascule sur mon. Oh, alors, on continue. C'est parfait. Voilà. Donc, pour suivre la formation, c'est très simple. Un ordinateur fixe, un portable, une tablette, un smartphone. Bien sûr, plus c'est grand, plus ça sera sympa de suivre les vidéos. Mais après, sur tous ces supports, ça marche très très bien. Côté matériel de pêche, tu me corriges un peu, mais en fait, je pense que si vous êtes déjà pêcheur, votre matériel de pêche suffira largement, puisqu'en fait, on n'axe pas du tout la formation sur la partie matérielle, mais on l'axe sur justement l'apprentissage de l'environnement. Oui. Voilà. La formation, alors ça c'est très important aussi, elle s'applique à toutes les techniques et en toutes circonstances. Donc, elle ne porte pas sur l'utilisation ou l'apprentissage d'une technique en particulier. Elle vous sera utile si vous pêchez au leurre, aux appâts, à la mouche, sur des plans d'eau, sur des cours d'eau, du bord, à partir d'une embarcation. Son but, c'est vraiment de vous aider à maîtriser et à vous adapter à n'importe quel environnement de pêche avec la technique que vous préférez. Voilà, pour nous, c'est ça le sens de l'eau. Donc, je vous disais 3 parties, je les détaille juste après. La première, ça va être la découverte d'outils gratuits. Il y aura un module dedans. Donc, les parties sont divisées en modules, comme je vous ai expliqué. Les plans d'eau, la deuxième partie, ça concerne les plans d'eau, les lacs et les étangs, donc 7 modules, et les cours d'eau, 5 modules sur les rivières et les fleuves. Donc, dans la partie 1,
le premier module va concerner donc des outils gratuits. Alors ça, c'est super intéressant. Finalement, c'est pour préparer vos sessions de chez vous et gagner énormément de temps et être beaucoup plus efficace le jour J quand vous allez sur place. Donc là, c'est une seule vidéo et ça vous apprend à vous servir de ces fameux outils qui sont super intéressants à utiliser. Et c'est vrai que pour des pêcheurs comme moi, qui n'ont pas forcément l'habitude, c'est incroyable ce qu'on peut faire déjà avec les outils que nous fournit, notamment avec Internet. Donc dans la partie 2, pour le premier module, donc c'est comprendre les plans d'eau. Là aussi, en fait, on est sur une phase où on prépare en fait, avant même de se déplacer, nos sorties. Donc ça va concerner les lacs de barrage et les étangs. Il y aura deux vidéos. Une première vidéo qui permettra donc de connaître et d'identifier les atouts d'un plan d'eau. Et la deuxième, de savoir identifier les spots remarquables sur une image satellite. Et ça marche super bien. Le deuxième module, donc c'est sur Grand Lac, comment bien prospecter les pointes et les baies. Donc là, il y aura quatre vidéos dans ce module. Donc là, Antonin vous expliquera comment adapter votre mode de prospection aux différentes zones. Pourquoi être discret et comment être discret. Et il vous montrera que c'est très important. On peut s'en douter, mais voilà. Comment bien insister sur les spots remarquables qu'on n'a pas définis auparavant. Le module 3, ça sera à l'inverse sur des petits plans d'eau, comment bien les prospecter et comment surtout bien prospecter les arbres immergés et non immergés. Donc, quelle zone à prospecter et surtout dans quel ordre. Mettre toutes les chances de son côté, donc avec pas mal de petits conseils, et puis repérer les possibles caches à poissons. J'en ai un peu parlé tout à l'heure sur tes photos. Le module 4 concernera comment bien aborder un plan d'eau inconnu, toujours pareil, s'adapter. Donc voilà, s'adapter aux conditions et à l'environnement. Et la deuxième vidéo, ça sera de prospecter comme il faut avec méthode un plan d'eau qu'on ne connaîtrait pas. Le cinquième module, qui est super intéressant, c'est savoir pêcher avec le vent. Alors en fait, effectivement, on peut penser que quand il y a beaucoup de vent, ou enfin, quand il y a du vent, on ne pêche pas. C'est pas adapté, mais pas du tout. Antonin va vous démontrer le contraire. Donc, il va d'abord vous expliquer quelle est l'influence du vent sur sa pêche, sur la pêche, et surtout comment, techniquement, on adapte ces techniques de lancer avec le vent. Une vidéo très instructive que vous pouvez retrouver, je pense, sur notre chaîne YouTube, si je ne me trompe pas. Le module 6, là, on y était, c'est un peu le sujet du jour. Pêcher différemment selon la saison avec une vidéo qui va vous montrer comment adapter votre type de leurre et les animations selon les saisons. Et le module 7, qui sera comment apprendre à mieux pêcher selon la nature du fond, très très intéressant aussi, avec une première vidéo qui nous permet de déterminer la nature du fond et de savoir atteindre la couche d'eau que l'on veut pêcher. Et les deux autres vidéos seront sur l'utilisation d'un sondage. La partie 3 est la dernière partie, donc, qui comprend 5 modules. Donc, son premier module, c'est un peu pendant du module 1 de la partie 2, comprendre les cours d'eau. On analyse avant de se déplacer sur des images satellites. On apprend aussi à segmenter les veines d'eau. On peut les voir pareil sur des images. Et puis après, par contre, on passe à la pratique et on s'adapte à la vitesse du courant. Sur le module 2, que faire en présence de poissons visibles? Donc deux vidéos pour préparer son action de pêche, la première, et la deuxième pour apprendre à bien approcher un poisson. La discrétion là aussi est super importante, et puis il y a pas mal de techniques à avoir, comment dire, de techniques. Le module 3, donc c'est insister sur les zones remarquables, donc s'adapter aux conditions et à l'environnement, adapter sa pêche au comportement du poisson, et comment bien pêcher les trous d'eau qui sont, je pense, tu ne me contrediras pas, Antonin, des zones où on trouve souvent pas mal de poissons. Oui. Le module 4, alors qui souvent fait sourire quand on en parle. Donc, savoir bien marcher dans l'eau. Et pourtant, Antonin va vous démontrer on peut, il y a des techniques pour pouvoir marcher dans l'eau et donc surtout être discret, aussi éviter de se casser la figure, mais surtout pour la discrétion. Donc là, on a fait un truc assez sympa avec des vues subaquatiques, etc. Et c'est super instructif
Voilà, donc pour la pêche, je pense, en d'eau, c'est plutôt pour pêche en rivière, quel type de en pêche? fleuve, Voilà, tous les cours voilà, d'eau en fait. d'accord. Le module 5 est le dernier module de la formation qui abordera les grands cours d'eau, donc les fleuves, les grands cours d'eau inconnus, voilà, donc les fleuves qu'on ne maîtriserait pas quand on arrive sur un fleuve qu'on ne connaît pas. Comment bien prospecter un fleuve inconnu, bien pêcher les berges bétonnées et les ponts, qui sont aussi des zones, je pense, où on trouve pas mal de poissons, et savoir prospecter les bonnes zones. Voilà, trois vidéos pour terminer cette formation. Voilà, donc en plus donc de toutes ces vidéos, qui, bon là, clairement, les vidéos, c'est le cœur de la formation. On rajoute donc un bonus sur les herbiers qui vous est offert. Donc, cet e-book, c'est au format e-book, va vous apprendre à identifier les herbiers et à adapter sa pêche selon les herbiers que vous allez rencontrer. Et donc, comme je viens de vous le dire, c'est au format PDF, c'est un e-book. Donc, je vous rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là au début, que les inscriptions sont ouvertes jusqu'à dimanche, donc minuit, hein, 3h59. Donc, clairement, aujourd'hui, on ne souhaite pas ouvrir la formation en permanence pour permettre à Antonin vraiment de se focaliser sur un groupe d'élèves, de faire progresser de manière, je dirais, homogène. Alors, bien sûr, les niveaux ne sont jamais homogènes, il y en a qui ont des dizaines d'années d'expérience et d'autres comme moi qui en auront très peu. Mais voilà, il peut se concentrer sur un groupe d'élèves et en général, on réouvre une session après les 4 mois. Alors, c'est pas forcément, enfin, on s'adapte, après, ça va dépendre de plein de facteurs. Mais voilà, pour vous dire, la dernière session date de presque un an. Donc, voilà, on souhaitait, nous, que tout se passe bien avec nos élèves aujourd'hui pour pouvoir ouvrir et être sûr de produire de la qualité. Et aujourd'hui, je pense que les élèves actuels, j'en ai vu qu'il y en avait qui étaient pas, j'en ai vu quelques-uns qui étaient dans le, mais qui sont présents ce soir là. On a eu des super retours. À ce titre, je vous invite à aller voir. Donc, j'ai envoyé un mail si vous étiez un peu dans la liste des mails que l'on reçoit là, sur la formation. Et vous pouvez aller voir sur la page de la formation. Il y a tout un tas de témoignages. Ça vous donnera une idée de ce que pensent nos élèves de la formation. Je vous mets le lien juste à la fin. Je pourrais même éventuellement le mettre maintenant ici. Ça va marcher. Tchac. Ça marche. Voilà, je l'ai mis dans le. Vous devez l'avoir dans votre chat, dans un endroit qui doit arriver sur votre interface. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais ça doit fonctionner. Je continue. Donc, on a décliné la formation en deux formules, une formule basique et une formule VIP. Pourquoi? En fait, la grosse différence entre les deux formules, c'est, je pense, c'est l'accompagnement qui est proposé aux élèves. Forcément, donc, la formule VIP, on va avoir une approche qui va être très personnalisée. Donc, clairement, je vais tout vous détailler dans les secondes qui arrivent. Contrairement à la formule basique, qui est plus, en fait, une formation où vous serez plus en groupe. Voilà. Donc, l'idée, elle est là. Et vous allez voir, il y a aussi d'autres aspects très intéressants pour la formule VIP. Pour autant, la formule basique ne perd en aucun cas son intérêt. Déjà, ça peut être une histoire de budget, on comprend tout à fait. Et deuxièmement, il y a déjà toutes les vidéos qui sont communes à tout le monde. Et il y a donc, dans la formule basique, on a mis en place un système où on a une vidéo par mois, donc cela durera pendant 6 mois, une vidéo par mois où l'objectif, ça va être de répondre à toutes vos questions sur la pêche à l'eau douce, absolument toutes. Donc, comment ça se passe? Vous allez avoir, en gros, les 3 premières semaines du mois, vous pourrez vous poser vos questions par écrit sur un forum qui sera dédié à cela. Donc, absolument toutes les questions que vous souhaitez sur la pêche à l'eau douce. Et à la fin des 3 semaines, Antonin va prendre toutes vos questions et il va vous faire une réponse en vidéo. Alors ça, il pourra l'agrémenter s'il le souhaite d'images, de schémas, de vidéos lui-même, etc. Ou ça sera juste oral, voilà, ça va dépendre des questions. Mais donc il va répondre à l'ensemble des questions sur une vidéo que l'on postera donc une semaine plus tard, donc en gros à la fin du mois. Quels sont les sujets que vous pourrez aborder? Absolument tout. Bon là j'en ai listé quelques-uns, mais c'est absolument objectif. Matériel, les montages, les animations, un point bloquant que vous rencontrez à un moment dans une de vos sessions, voilà, ça peut être absolument n'importe quoi.
Ça, c'est la formule donc basique. Pour la formule VIP, donc pour la petite blague, on avait marqué very important pêcheur. Donc d'abord, il faut savoir qu'elle est limitée à 30 places. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre de suite, c'est quelque chose qui est très... on a vraiment personnalisé la formation et donc Antonin, il ne peut pas se décupler. Et si on veut faire du travail de qualité, il faut qu'on limite. Donc à l'heure où je vous parle, il reste des places dans la formule VIP. Donc, deux raisons, hein. Une meilleure organisation pour que la qualité soit présente. Donc, bien sûr, on reprend absolument tous les points de la formule basique. Et ensuite, on va rajouter quoi? Alors, le gros point, c'est celui-ci. On va, en fait, tous les mois, les élèves de la formule VIP pourront échanger en direct. Donc, quand je dis bien en direct, c'est-à-dire un peu comme on fait aujourd'hui, sauf que ça sera du direct bidirectionnel. C'est comme si vous étiez au téléphone ou même en Skype vidéo, parce que si Antonin veut mettre sa caméra, et voilà, ça sera comme si vous étiez à côté de lui. Et donc, par tout petit groupe, pourquoi? Pour pouvoir justement échanger et que ça ne soit pas la cacophonie. Là, aujourd'hui, je ne peux pas me permettre d'ouvrir le micro de tout le monde, sinon ça serait incompréhensible. Donc, voilà, par petit groupe, sur absolument n'importe quel sujet. Sur la pêche, on est bien d'accord, mais sur n'importe quel sujet. Là, on n'a même pas bridé, je dirais, à la pêche à eau douce, on laisse complètement ouvert. Donc, en gros, c'est clairement pour moi, moi, je le vois comme ça, je l'ai décrit comme ça, c'est un coaching personnalisé avec un guide de pêche. Et ça, donc, c'est tous les mois. Vous pourrez donc échanger. Donc, j'ai mis au format Skype pour que ça parle à tout le monde. Un truc super important, les ateliers, donc on appelle ça des ateliers, sont faits à des horaires différentes. En fait, on va faire des ateliers à des horaires différentes et plusieurs fois par mois. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura plusieurs groupes qui vont se créer. Et comme ça, Antonin pourra avoir la totalité des personnes. On pense arriver à pouvoir toucher la totalité des personnes parce que chacun a des contraintes différentes en temps. Donc, s'il y en a un qui est plus disponible le soir à 19h et un autre, je dirais, l'après-midi à 13h et qu'Antonin est aussi disponible dans ces deux créneaux, on fera deux groupes, un groupe de 19h, un groupe de 13h, ce qui permettra normalement à tout le monde de pouvoir participer à l'atelier. Si vraiment, malheureusement, vous ne pouvez pas participer à un atelier, les enregistrements, vous les avez vus tout à l'heure quand j'ai passé un peu le site en vue, quand je vous ai montré le site, les enregistrements seront disponibles, les enregistrements des autres, bien entendu, et vous pouvez toujours poser vos questions, alors ou sur la zone que je vous ai montré tout à l'heure, mais dans la formule VIP, il y a aussi l'accès à un forum VIP où là, en fait, clairement, c'est une ligne d'information, il vit depuis presque un an maintenant. Anto essaie de faire les réponses, il les fait aujourd'hui, elles sont super rapides, je ne sais pas s'il pourra toujours tenir ce rythme-là, mais là c'est vraiment du tac au tac. En gros, vous posez une question alors qu'il fit et parfois vous avez même une réponse. Donc ça vous permet de ne pas forcément attendre de le voir en atelier et de répondre à vos questions. Ça permet d'échanger avec les autres élèves VIP. Il y a donc un moteur de recherche qui vous permet de rechercher, bien sûr, les anciennes. Si à un moment vous dites, tiens, qu'est-ce qui a été dit sur tel type de leurre, tiens, sur tel montage, tiens, sur ceci, sur cela, vous recherchez par mots-clés, vous pouvez retrouver ce qui a été dit précédemment. Donc, avec la formule VIP, on a un groupe Facebook privé. Bon, je ne vais pas vous apprendre ce que c'est Facebook, hein, on est sur quelque chose qui est complètement différent, en fait, c'est plus sur des choses spontanées, immédiates. Donc, si vous avez à un moment, puis c'est super pratique, c'est souvent bien intégré au téléphone, etc. Donc, vous prenez un beau poisson, vous voulez le partager avec la communauté, vous prenez une photo, vous nous l'envoyez, vous faites une petite vidéo, enfin voilà. Et surtout, là, alors ça n'a pas été aujourd'hui encore mis en place et on souhaite le faire à partir de cette session, et bien sûr, la session de l'année dernière en bénéficiera également. On va essayer de monter des sessions où on va suivre Antonin sur une de ces sessions, on va le filmer un peu avec Facebook Live, pardon, pour qu'il vous montre vraiment comment ça se passe en temps réel, etc. Il vous donnera les conseils. On va essayer de créer un peu comme dans les vidéos, mais quelque chose de plus live. Alors, on ne pourra pas le faire tout le temps, mais c'est vraiment un objectif qu'on a cette année à partir de cette deuxième session. Et quelque chose de très important, je vous ai parlé tout à l'heure de notre panel de formation actuel. Donc, dans la formule VIP, on offre une de nos formations qui ont une valeur de 47 €. Donc, je vous rappelle, il y a maîtriser la pêche au leurre dur en mer et maîtriser la pêche au leurre dur en eau douce. Donc, dans ces formations, je fais vite pour que vous sachiez ce que c'est. Vous avez
On présente, alors pour la mer, on présente 10 leurres. Pour l'eau douce, on présente 12 leurres. Pour chaque leurre, on présente ses caractéristiques, quels poissons sont ciblés. On présente pour pas mal comment on a une vue subaquatique pour voir comment ils nagent. Et surtout, Antonin nous montre comment les animer. Donc là, on est pareil sur du live, sur une vidéo où il vous explique quel mouvement faire avec votre canne, quoi faire pour pouvoir avoir un leurre, mais surtout savoir l'animer. Parce que là, c'est tout pareil, on peut acheter le leurre le plus efficace que plein de gens recommandent, et effectivement, qui est très efficace, mais si on ne sait pas l'animer, dans quelles circonstances l'animer, ça ne sert à rien, quoi. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Antonin, sur cette partie-là, mais Non, non, c'est totalement ça. Peu importe le leurre que vous allez acheter, même si c'est un leurre qui fonctionne très bien sur tel plan d'eau ou dans telle rivière, si vous n'apprenez pas à l'utiliser correctement au bon moment, ça ne fonctionnera pas mieux que le leurre le moins cher que vous avez dans votre boîte. voilà. On propose également notre livre, le rock fishing, si les personnes préfèrent avoir le livre. Alors la valeur avec les ports, c'est plutôt estimé à 37 €. Donc voilà, je préfère que ça soit bien clair. Mais voilà, il y a le choix entre ces trois produits aujourd'hui. Juste la petite parenthèse, je vais venir au point suivant qui est super important. Donc je l'affiche, c'est la garantie satisfait remboursée. Le choix enfin, on vous délivrera ou on vous enverra le livre, ou on vous délivrera la formation choisie à la fin de la garantie que je vais vous présenter, bien évidemment. Donc cette garantie, pour moi, c'est très très important parce que déjà on est confiant dans ce qu'on fait. Et la preuve, la session dernière, on avait eu zéro personne qui ont demandé à être remboursée. Mais bon, en tout cas, sachez que après votre achat, pendant 30 jours, sans aucune justification aucune, vous envoyez un mail, vous dites voilà, je vais être remboursé. On vous rembourse intégralement votre inscription. Donc, en fait, pendant 30 jours, c'est vraiment zéro risque. Vous pouvez comme ça tester la plateforme, tester les premières vidéos qui sont à votre disposition, voir l'ambiance, voir ce que vous voulez. C'est sans risque. Donc maintenant, on va parler de ce qui vous intéresse, je pense, énormément également. Donc, le prix. Donc, je rappelle, la formule basique, on a l'accès aux vidéos à vie, 29 vidéos, un an de support sur les vidéos, c'est-à-dire qu'Antonin, pendant un an. Alors, on a mis des durées parce que, à un moment, il faut bien que contractuellement, on puisse, il faut bien qu'on donne des limites. Sachez que, voilà, nos amis de la première session sont toujours avec nous, qui font toujours des ateliers, qu'ils accèdent toujours, Antonin leur répond toujours, etc. Et pourtant, ça fait bien plus de 6 mois, etc., etc. Donc, on est bien d'accord que pour nous, c'est important. On est obligé de le faire. Maintenant, ça continue après un an, bien entendu. Donc là, le support sur les vidéos, c'est tout simplement les réponses. Si vous avez des questions sur les vidéos que l'on a faites, si vous voulez plus de précision, etc. Les petits forums que je vous ai montrés en dessous des vidéos. L'e-book sur les herbiers. Donc pour la formule basique, il y a la vidéo mensuelle pour répondre à toutes vos questions sur la pêche en eau douce. Et bien sûr, tout ça satisfait remboursé pendant 30 jours. Donc le prix de la formation, c'est 247 €. Nous avons fait une formule à une chance avec 4 fois, donc c'est 61,75 € par mois pendant 4 mois. Et on a eu une grosse demande pour voir si on ne pouvait pas échelonner un peu plus. Donc on l'a fait depuis ce matin, si je ne me trompe pas dans ce que j'ai fait. Et donc on propose un paiement en 8 fois, donc ça fait 31 € par mois pendant 8 mois. Pour la formule VIP, donc la formule basique, on est d'accord, plus la conférence, l'atelier mensuel pour échanger en direct avec Antonin, le forum, l'accès au forum VIP, le groupe Facebook privé, la formation donc offerte ou le livre d'une valeur de 47 €. Le prix de la formule VIP, c'est 347 €. Là aussi, on a donc créé deux formules de paiement supplémentaires. 86,75 € par mois pendant 4 mois, ou alors 43,10 € par mois pendant 8 mois. Bien sûr, le paiement est sécurisé. On peut payer par PayPal ou par carte bleue. Le processus et le site de paiement, ils sont totalement sécurisés. Les paiements par chèque sont acceptés, mais seulement sur la formule une fois.
Et voilà, et j'en ai terminé. J'ai envie de vous dire, rejoignez-nous. Rejoignez Antonin, c'est surtout lui qui va, et les autres élèves. Les inscriptions donc, sont ouvertes jusqu'à dimanche soir, 23h59. Et après, ben, il faudra attendre un tout petit peu. Voilà. Je vous mets le lien, c'est très important pour aller directement sur les explications de la formation. Il y a tout dans le détail, vous verrez. Et puis il y a le lien, bien sûr, si vous souhaitez nous rejoindre, vous inscrire. Anto, j'ai fini. Juste pour préciser quelque chose, pour ceux qui auraient des réticences au niveau du prix, sachez que le métier de moniteur guide de pêche, c'est quelque chose qui est quand même assez exigeant, puisque pour la plupart des sessions qu'on peut faire avec des élèves, en général, c'est au bord de l'eau. Malheureusement, comme on a pu le voir pendant le confinement, être au bord de l'eau, si tu peux couper ton micro, s'il te plaît, JC. Pardon. Pas de souci. Comme on peut le voir, donc notamment dans les périodes de confinement, avoir un moniteur guide de pêche à sa disponibilité, c'est pas possible tout simplement. Donc c'est pour ça aussi qu'on fait des formations en ligne, même si vous pourriez avoir peur de ne pas avoir la partie au bord de l'eau. N'oubliez pas que toutes ces vidéos, elles vont vous servir à, une fois que vous serez arrivé au bord de l'eau, avoir appris le maximum de choses et d'être prêt à apprendre et inévitablement, quand vous allez apprendre, vous allez réussir. Donc voilà, c'était juste une petite précision. Pour ce qui est des questions, donc alors je vais les mettre dans un ordre. Tac. Donc je vais commencer à répondre aux questions. Donc il y a la toute première question, c'était déjà il y a presque une heure. C'était Michael qui me demandait dans quel coin de la France je guidais. Donc je suis guide dans le sud-est de la France, même si je consacre en fait tout mon temps à écrire des articles, à essayer de trouver des nouvelles vidéos pour les formations, etc., pour essayer d'accompagner au mieux nos élèves qui sont déjà inscrits et les futurs élèves. Donc j'exerce un peu moins mon métier au bord de l'eau, même si ça m'arrive quelquefois de le faire, il n'y a pas de souci, je suis toujours disponible. Donc j'ai vu qu'il y avait deux questions qui concernaient la truite au printemps. Alors si vous êtes toujours là, évidemment, n'oubliez pas que ce que je vous ai expliqué pour l'eau douce en général, donc pour les lacs, on va dire, les plans d'eau, etc., tout ça, c'est valable à adapter, évidemment, mais c'est valable en rivière pour la truite ou pour n'importe quel autre carnassier. En eau douce, en général, en France, c'est adaptable même à l'étranger. En fait, à partir du moment où on reste en Europe, ça reste presque partout la même chose. Pour ce qui est de la truite, la seule petite différence, c'est qu'au lieu d'essayer d'imiter notamment des brochets, au lieu d'essayer d'imiter des petits poissons blancs comme des gardons, on va faire la même chose, on va essayer de chercher les bordures, donc l'eau se réchauffe le plus rapidement donc en début de saison, et on va essayer de chercher donc à imiter par exemple des petits vairons, des petites truitelles, parce que les truites évidemment se seront déjà reproduits cet hiver et il commencera à y avoir des petites truitelles sur les bordures. Donc tout ça c'est adaptable, que ce soit pour la truite n'importe quel carnassier, vous pourriez même l'adapter en mer. La seule différence, c'est que les herbiers ne sont pas les mêmes et les bordures sont un peu différentes. Mais tout ça, c'est adaptable. Alors, je viens d'en voir une apparaître. Oui. Anto, ouais, juste pour aller dans ton sens, sur la partie 2, donc, qui est sur le cours d'eau, je crois qu'il y a 3 modules qui sont où en fait finalement tu mets en application au bord de l'eau en pêchant, il me semble, la truite. Oui, c'est ça. Je pêche la truite à plusieurs, enfin, à des techniques différentes, notamment une technique qui est de la pêche entre guillemets entre le bouchon et le toc, tout simplement pour vous expliquer un maximum comment fonctionne une veine une veine d'eau dans un cours d'eau. Donc voilà, c'est aparté. Alors, j'ai une question qui vient d'apparaître, une question de Gilles qui me demande peux-tu rappeler quelle taille peut atteindre un brocheton de 3-4 mois? Alors, un brochet, ça grandit relativement rapidement. Donc, on va dire que quand il naît, il fait environ, si je dis pas de bêtises, ça doit être entre 0,5 et 1 mm. Si j'ai à vérifier, mais je dis pas de bêtises. Si je dis pas de bêtises, c'est ça. Et 3-4 mois, on va dire que pour les plus petits, on va tourner autour des 5 cm. Et pour les plus gros, on peut aller jusqu'à presque 15-20 cm maximum
Donc voilà, comme je vais répondre un peu plus tard à la taille des leurres, voilà, donc c'est pour ça que qu'on essaie de rester dans ces tailles-là à cette saison. Plus on va avancer dans la saison, plus les petits brochets vont grossir. Et on va dire qu'à partir d'un an, un brochet, il va dépasser assez largement les 30 cm, voire peut-être les 40 suivants. Après, ça peut dépendre de la qualité de l'eau et de la quantité de nourriture présente dans le plan d'eau. Mais bien sûr, ça, normalement, vous devriez être capable de pouvoir l'observer si l'eau est relativement claire. Donc, la taille mini et maxi des leurres pour ce début de saison. Alors, comme je vous l'ai expliqué, pour les brochets, on va dire à cette saison-là, donc mai-juin, je vous recommande, si vous voulez imiter un bébé brochet, donc c'est très important, entre 5 et 20 cm. Après, il faut que ça ait un profil relativement fin pour ressembler à ce qu'on appelle un fleuret, donc un bébé brochet. Après, rien ne vous empêche d'imiter un plus gros brochet avec des leurres dépassant les 25 cm, que de toute façon, ce sera entre guillemets de la concurrence alimentaire pour les gros brochets. Donc, si on veut imiter un petit brochet entre 5 et 20, je dirais, puisque ça va dépendre de la vitesse de croissance des poissons. Évidemment, ça, on ne peut pas le savoir. C'est très adaptable en fonction des lacs que vous aurez ou des cours d'eau que vous aurez près de chez vous. Et donc, pour imiter des poissons blancs, on va plutôt être, surtout à cette saison, on va plutôt être des leurres entre, on va dire 4 et 10 cm maximum, sachant que c'est si on veut imiter encore une fois des alevins, mais n'oubliez pas que ces alevins, ils ont bien été créés par des parents, et les parents peuvent, suivant la température qu'il va faire, être toujours sur les bordures. Donc on pourrait aller jusqu'à maximum, on va dire 13-14 cm. Voilà. Alors, je vais continuer. Quelle est la meilleure animation de leurre souple? Alors, celle que je vous recommande pour commencer ces débuts de saison, c'est du linéaire, tout simplement, puisque vous allez pêcher dans des profondeurs assez faibles. Donc, la technique, l'animation qui s'y prête le mieux à pêcher dans des profondeurs assez faibles, c'est forcément du linéaire. Alors, qu'est-ce qu'une fréquence de vibration lente ou élevée? Comment on connaît ça? Alors, tout simplement, si vous voulez voir et essayer d'évaluer la fréquence de vibration de votre leurre, faites-le nager donc vous le lancez à une distance raisonnable, donc pas très loin. Essayez de le garder en vue et vous allez faire, on va dire, entre 3 et 5 tours de manivelle et vous comptez, bien sûr, si vous avez le même ensemble, vous allez compter le nombre de vibrations environ, hein, bien sûr, vous allez voir si ça va plus vite ou moins vite suivant les leurres, sur une même distance, donc c'est-à-dire si vous avez un moulinet unique, un ensemble unique pour aller à la pêche, avec ce même ensemble, vous faites parcourir donc la même distance à votre leurre, donc en faisant le même tour de manivelle, et vous essayez de compter le nombre de mouvements que va faire le leurre, même si des fois ça peut être très rapide. L'important, c'est de savoir s'il y en a un qui fait 10 vibrations pour 5 tours de manivelle ou s'il y en a un qui en fait un nombre qu'on n'arrive pas à compter, par exemple 80, tellement ça va trop vite. Alors, est-ce que tu vas parler de la truite? Donc, comme je vous ai dit encore une fois, c'est adaptable. Merci pour ta présentation. Je vais parler du jerkbait minnow pour imiter les poissons grâce au coloris et la vibration. J'ai un X-Rap dans le bon coloris, mais je ne sais pas comment l'animer afin d'imiter au mieux un poisson. Faut-il simplement le ramener en linéaire pour une bonne imitation? Alors, pour imiter un poisson qui se déplace normalement, donc qui se déplace à la recherche peut-être d'un camarade pour se reproduire, notamment si on veut imiter un poisson blanc, on va faire du linéaire, tout simplement. Et en l'occurrence, comme je vous ai dit un peu précédemment, pour s'adapter au mieux au poste, en fait, tout simplement pour éviter d'accrocher les algues, puisqu'on va essayer de chercher des endroits où il y a des algues ou des gravières, ou des petits graviers, ce genre de choses, des supports de ponte. Donc on va essayer de ne pas racler le fond forcément pour ne pas racler les supports de ponte et potentiellement abîmer, même si c'est assez anecdotique, mais en gros on va éviter d'accrocher des choses qui pourraient nous gêner et gêner l'animation de notre leurre. Par contre, si vous avez un leurre un peu plus gros, que vous voulez imiter un brochet en chasse par exemple, ça pourrait être n'importe quel autre poisson en chasse, mais ce qui peut marcher très bien pour le brochet, c'est le stop and go, c'est-à-dire une animation, une pause, une animation, une pause, comme un poisson qui se déplacerait, hop, qui choperait un poisson et qui s'arrêterait pour le digérer quelques secondes et qui continuerait à chasser, etc. Où sont postés les gros brochets à cette période?
Alors, ça va dépendre de la température de l'eau, comme je vous disais tout à l'heure. Mais la plupart du temps, les gros brochets auront déjà fini de se reproduire. S'ils ne sont pas en train de se nourrir sur les bordures, ils vont tout simplement être à la première cassure. Donc, on va dire entre, je dirais, suivant les lacs et les comportements de poissons, bien évidemment, mais entre 2 et 6-8 mètres environ, hein. Ça peut être plus, ça peut être moins, mais ça va, c'est en général, c'est à peu près ça. Euh, et ces gros brochets-là, en fait, ils vont se poster soit en bas de la cassure, soit en haut de la cassure suivant la température de l'eau. Ils vont attendre, en fait, tout simplement le passage des poissons blancs ou des petits brochets qui vont soit se diriger vers les zones peu profondes pour se reproduire, soit qui vont redescendre vers les profondeurs parce qu'ils auront fini de se reproduire et donc les gros brochets seront à cet endroit-là en poste à attendre que quelque chose qui a l'air bon en tout cas ou qui les énerve passe devant eux. Alors, quelles sont les animations à privilégier avec les leurres en cette saison? Comme je vous disais tout à l'heure, c'est le linéaire pour la plupart des leurres, même s'il y a des leurres comme, comme je vous ai parlé tout à l'heure, les jerkbait, donc ceux qui ont les flancs plats. C'est des leurres qui s'animent en stop and go, donc qui fonctionnent aussi très bien. Donc le linéaire et le stop and go, c'est deux animations qui s'utilisent dans n'importe quelle saison, mais qui fonctionnent particulièrement bien cette saison. Alors, question plombage des leurres souples. Tu indiques privilégier les herbiers. Vaut-il mieux privilégier le texan et quand utiliser un texan plombé et non plombé? Alors, si vous avez s'il y a vraiment une utilité à utiliser du texan, notamment pour le brochet, puisque le problème du texan aussi, c'est qu'on a tendance à rater un peu plus de poissons, même si on rate moins même si du coup on embarque moins d'algues ou de branches, etc. On a quand même tendance à perdre un peu plus de poissons. Donc le texan, c'est vraiment quand on a entre guillemets pas le choix. On n'utilise pas du texan juste pour le plaisir. C'est vraiment quand on n'a pas le choix et qu'on veut vraiment prospecter un endroit qui ne serait pas accessible sans texan. Et après qu'il soit plombé ou non plombé, ça va tout simplement dépendre de la profondeur. Donc un texan non plombé peut pêcher relativement bien, donc on va dire dans moins de 2 mètres, alors qu'un texan plombé sera plutôt plus utile si vous ne voyez pas où est-ce que vous pêchez et qu'il y a plus de 2 mètres, que vous savez qu'il y a des herbiers parce que vous en avez déjà ramassé, etc. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Les cuillères sont-elles à proscrire pour le brochet? Alors non, pas du tout. C'est un leurre qui fonctionne très très bien, hein, comme tous les autres. La seule particularité de la cuillère, c'est que c'est quelque chose qui peut soit très bien marcher, soit très mal marcher, tout simplement parce qu'elle fait déjà beaucoup de vibrations, mais surtout beaucoup d'éclats lumineux. Et suivant les poissons, donc il y en a certains qui sont plus éduqués que d'autres, évidemment, ils peuvent plus ou moins avoir vu beaucoup de cuillères, puisque c'est un leurre que quasiment tout le monde utilise en premier lieu pour débuter la pêche. Donc s'il y a beaucoup de passages sur ces zones-là, les cuillères en général ont tendance à moins bien marcher. Par contre, si c'est des endroits qui sont assez peu pêchés, c'est un leurre passe-partout. On peut équilibrer le plomb en fonction de la profondeur qu'on veut pêcher, même si on n'a pas forcément le côté imitatif d'un brochet, puisque on n'aura pas les couleurs qui vont correspondre. Par contre, on aura potentiellement, avec la palette, l'imitation d'un petit poisson blessé. En fait, la cuillère, c'est surtout quelque chose qui imite un poisson blessé, notamment par les reflets et les vibrations que font la palette. Alors, quel moment de la journée privilégié pour pêcher en cette saison? Alors, il n'y a pas forcément, je dirais qu'il n'y a pas forcément de moment propice, mais il y a quand même des moments meilleurs que d'autres. Donc, si la température la nuit n'est pas trop froide par rapport à la température d'une journée moyenne, donc si vous avez un écart de 2 enfin, on va dire, allez, on va être un peu large, on va dire entre 5 et 6 degrés de différence entre la nuit et le jour, ce qui va fonctionner le mieux, à mon avis, à mon humble avis, ce sera le lever du jour et le coucher du jour, enfin le coucher du soleil et le lever du soleil. Donc, tout simplement parce que les poissons pourront se permettre d'aller chasser en bordure plus tôt et plus tard dans la journée, puisque les températures, la température de l'eau ne va pas avoir un changement trop brusque et ça ne va pas les perturber. Donc, si les températures entre la nuit et la journée, il y a un gros écart, donc par exemple, vous pouvez avoir 20 degrés à midi et peut-être 5 ou 6 degrés en plein milieu de la nuit. À ce moment-là, les poissons vont privilégier les heures où l'eau commence à se réchauffer et où l'eau est la plus chaude. Donc à partir de 10-11 heures, quand le soleil commence à s'approcher de son zénith,
que l'eau commence à se réchauffer. Les petits poissons blancs, vous allez déjà en premier lieu, vous allez voir les petits poissons blancs se déplacer, se rapprocher des bordures, puis les brochets qui vont arriver, tous les poissons carnassiers finalement, qui vont arriver sur les coups de midi ou même un peu plus tôt ou un peu plus tard, suivant la chaleur qu'il va faire. Alors, que penses-tu des cuillères et des spinners? Très bien. En fait, peu importe le leurre que vous allez utiliser, le mieux, enfin, ce qu'il faut savoir, surtout, c'est l'utiliser au bon endroit et au bon moment. Donc, pourquoi j'utiliserais un spinner plutôt qu'un autre leurre? Tout simplement parce que je veux imiter un poisson blessé. Et principalement, l'avantage du spinner, c'est que ça a tendance à moins accrocher que n'importe quel autre leurre dur, même si ça accroche, hein, il n'y a aucun leurre qui n'accroche pas, il n'y a pas de leurre miracle. Donc c'est pour ça que j'utiliserai un spinner à cette saison-là. Ce serait pour passer vraiment dans des endroits encombrés, notamment des branches. Si les herbiers sont au milieu d'un arbre immergé, là il n'y a pas de raison d'utiliser un leurre qui a deux triples et qui risque de s'accrocher. On peut utiliser un spinner qui va passer vachement mieux à travers les herbiers, aussi à travers les branches. Donc pour ce qui est de la cuillère, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est à adapter en fonction de que vous pouvez sortir comme information de l'eau. Alors, on te contacte par le site si on veut faire des sorties en coaching avec toi. Alors après, les sorties pêche avec moi, ça reste assez compliqué puisque suivant où vous habitez, je peux pas me déplacer, je peux pas faire 800 km pour une journée, c'est pas forcément possible. Mais si vous habitez autour du sud-est de la France, vous pouvez me contacter soit sur Facebook, donc via Objectif Pêche, donc sur le Facebook d'Objectif Pêche, soit par mail que vous pouvez retrouver sur le site, ou en envoyant, peu importe, à partir du moment où vous contactez Objectif Pêche ou moi-même, donc la plupart du temps sur les réseaux sociaux, c'est Tuna Rockfisher. Vous pouvez me retrouver comme ceci assez facilement, simplement en envoyant un message. J'essaie de répondre à la plupart des messages que je peux voir. Alors, soit j'ai tout fini, soit il m'en manque. Alors, ça, je fais tac, 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 tac. Je pense avoir tout fait. Je vérifie. C'est bien. En tout cas, Ça me paraît bon. c'est vraiment, on est vraiment super content. Il y a encore plein de monde. Et donc nous, c'est une première pour nous sous le format ouvert. En fait, d'habitude, il y a les ateliers, donc là, forcément, c'est. Ah, j'en ai une petite dernière. Allez, vas-y, vas-y. Quelles sont les meilleures rivières à truite pour toi? Alors, je ne sais pas si tu parles spécialement d'un nom de rivière ou un type de rivière. Donc, on va dire si je devais choisir moi 3 rivières que je préfère, nom et type. Bon, bah voilà, moi c'est réglé. Mes 3 rivières préférées, je pense que je choisirais donc la Touvre vers Angoulême. Donc c'est une résurgence, donc où l'eau est très très claire, où il y a une quantité. Donc je crois que en fait le meilleur endroit pour la pêche là-bas vers Angoulême, c'est le parcours no-kill tout simplement, puisqu'il y a une quantité de poissons astronomiques, dont des très très gros poissons, des truites qui peuvent dépasser les 70 cm. Pour en avoir vu quand j'y suis allé, donc pendant ma formation de moniteur guide de pêche, on était un groupe à pêcher, on essayait en nymphe à vue dans l'eau cristalline, et on a vu plusieurs poissons dépassant les 60 cm, une bonne dizaine facile sur la journée, 2-3 poissons dépassant les 70 et un seul poisson qui dépassait les 80 cm. Bon, malheureusement, forcément, un poisson qui fait 80 cm dans une rivière qui est pêchée par 15 pêcheurs tous les jours, c'est impossible de le prendre quasiment. Enfin bref. Donc la Touvre, une deuxième rivière que j'adore, que j'ai assez peu pêché, mais qui m'a rapporté des super poissons et surtout des super combats, c'est la Dordogne, dans le sud-ouest. Donc c'est une grande rivière qui se jette dans la. En fait, elle se jette dans la rivière qui passe à côté de Bordeaux et qui est un fleuve en fait. Donc la Dordogne se jette dans cette rivière-là. Une troisième rivière, eh ben, je pense que ma troisième rivière préférée, je l'ai pas encore trouvée. Donc la plupart du temps, je pêche dans le sud-est, mais malheureusement, c'est pas forcément les meilleures rivières pour la truite en l'occurrence. Et puis après, j'ai eu l'occasion d'aller dans les Alpes, notamment, donc il y a des rivières vraiment sympas. Mais j'ai pas encore trouvé. Je pense que j'ai que 2 rivières préférées sur lesquelles je retournerai. Enfin, j'essaierai de retourner si je voulais faire une session de truite, je pense. Et donc c'est des types de rivières. Donc la première, comme je vous disais, c'est une résurgence.
Donc elle fait, si je dis pas de bêtises, elle doit faire une dizaine de kilomètres, pas plus, peut-être même moins. Donc l'eau est très très claire. Il y a assez peu de courant puisque en fait la température et le débit est quasiment tout le temps le même puisque c'est une résurgence. Et donc la Dordogne, c'est une très très grande rivière il y a des moments, des endroits dans la rivière où on peut même pas traverser avec un leurre, donc on peut même pas lancer sur l'autre rive tellement elle est grande. Il y a énormément de courant, il y a assez peu de poissons au mètre carré, mais ce sont en général des gros poissons. Et c'est aussi des combats assez incroyables. Parce que les poissons, dans une grosse rivière, ils ont tendance à être beaucoup plus sportifs et beaucoup plus combattants. Alors, j'en ai vu. Alors, hop. Ah oui, la Garonne, c'est ça. Elle se jette dans la Garonne. Et oui, la Sioule, si je dis pas de bêtises, c'est la Sioule, ça va être la rivière qui se. Je l'ai pêchée une fois. Alors, c'était il y a longtemps. Mais j'ai pas eu le temps de la pêcher correctement. J'ai dû la pêcher peut-être 2 heures. On était en train de rentrer Je rentrais du Cantal, si je dis pas de bêtises. Puis on a assez peu pêché. C'était assez sympa. C'est vrai que le cadre est vraiment sympa. Alors, tu la pêches comment la tour? Quand j'y étais, on s'était dit en fait qu'on pêcherait qu'à la mouche, donc je n'ai pêché qu'à la mouche, que ce soit en sèche ou en nymphe à vue. Merci beaucoup à vous pour cette conférence vraiment top. Je pense qu'on a appris beaucoup de choses pour aborder l'ouverture et les réponses d'Antonin donnent envie de se poser la question de l'inscription à la formation, pensant sa disponibilité, sa grande compétence. Ben merci en tout cas. Donc Ludovic, merci beaucoup. Donc, comme tu n'as pas posé de questions, je te dis simplement merci. Oui, c'est ça, Gilles oui, c'est ça. Bon, je l'ai déjà dit, mais oui, la Dordogne se jette dans la Garonne, c'est ça. Salut les amis. Ok. Si tu devais donner un leurre dur et un leurre souple pour cette période, lesquels choisirais-tu? Moi, peu importe la période, j'ai un leurre dur que je pourrais utiliser n'importe quand, même si c'est pas forcément le plus adapté à certains grands lacs, on va dire. Ce serait le swim bait, donc un leurre articulé avec une grosse présence dans l'eau. Et après, pour un leurre souple, je choisirais un shad, soit 15, soit 18 centimètres pour avoir quelque chose d'un peu plus petit, pour chercher le brochet de façon différente, un peu plus plombé, en cherchant un peu plus creux, ou en le mettant en texant et en passant dans les herbiers. Donc un leurre dur, le swim bait, un leurre souple, un shad de coloris naturel évidemment. Alors elle s'affiche au fur et à mesure, du coup je les perds. Alors, vraiment super. Beaucoup de réponses à mes questions, vous êtes top. Ben merci. Je crois qu'on est bon, encore une fois. Bon, quand je parle, c'est ça, sinon. Ok. C'est ça. Bon, non, mais c'est super. Merci Antoine, en tout cas, comme d'hab, super intéressant. Merci à tous. On devrait poster cette vidéo, enfin poster, on va la mettre quelque part pour que ceux qui n'ont pas pu assister à l'entier, etc., puissent la revoir, je pense. Je vais réfléchir à ça ce soir. Merci à tous encore, vous êtes super nombreux, c'est vraiment top. Je réponds juste à une dernière question parce que je la vois. Ah, tu vois, je savais. Ah bah il y en a deux. Ah non, c'est Ludovic qui dit merci. Ben merci Ludovic d'avoir participé. Jean-Marc qui me demande pour le carnassier, ligne j'imagine que c'est fluoro, obligatoire ou pas? Pas du tout. Comme je l'ai dit à plusieurs des élèves de la formation au cours de cette dernière année, vous pouvez très bien utiliser un bas de ligne en acier ou un bas de ligne en titane, peu importe. Le but c'est que le montage soit propre et que forcément la taille du leurre soit adaptée on va dire au bas de ligne qu'on va utiliser. C'est-à-dire que si on a un leurre de 3 pouces, donc de 7,5 cm, on va éviter de mettre un bas de ligne en titane d'une épaisseur de 2 ou 3 mm qui se verrait à des kilomètres. Donc on peut, le mieux c'est le fluoro au niveau de la discrétion, mais c'est pas forcément le mieux aux solidités. Il faut faire des compromis. Soit on préfère la solidité et on perd en discrétion, donc on prend moins de touches. Soit on prend plus de touches, mais on prend le risque que peut-être une fois sur 100 on se fasse couper. Voilà. Vas-y, JC, si tu veux conclure. Ouais, voilà. Non, non, pas de souci, tu rigoles pour répondre, c'est cool. Merci, voilà. Bon, mais à la prochaine sur le blog, sur YouTube, sur Facebook. Vous pouvez passer sur Facebook pour faire un petit coucou.
et j'espère à la formation. C'est un grand plaisir qu'on vous accueillera, quand Antonin vous accueillera et vous fera progresser. À bientôt, Avec merci à vous. plaisir. Ben merci, je dis juste un coucou à Clément qui nous dit inscrivez-vous à la formation, vous ne regretterez pas, une équipe sympathique et formidable. Merci beaucoup à toi et puis à bientôt pour les prochains ateliers qui vont venir pour ceux qui sont inscrits et à bientôt, j'espère, à ceux qui ne le sont pas encore. Au revoir à Merci tous et Clément. puis à bientôt. Salut.